Aujourd'hui, nous sommes là pour parler vite fait, comme vous le savez toujours, vite fait, de l'empire du mensonge et de la manipulation. Je voulais appeler ça les 3 M, mensonge, manipulation et meurtre. Mais après, je me suis dit non, il ne faut pas accuser les gens de meurtre. Ça peut vite poser des problèmes. Donc, on va juste rester sur les 2 M, mensonge et manipulation. Qui vous en souvient que vendredi 22 mars 2024, la Russie a été attaquée en plein cœur lors d'un concert de rock dans une de ces salles de spectacle. Et les images sont parvenues. Pour ceux qui suivent l'actualité, on voit des hommes en train de tirer à bout portant sur des populations. C'est des images qu'on a vues maintenant il y a vraiment longtemps. Et très vite, en un temps record de quelques minutes, on se rend compte que ces actes ont été revendiqués par des groupes terroristes comme en précisément l'État islamique, qui a revendiqué que voilà, l'attaque qui était en cours en Russie en ce moment était son programme. Au moins, on sait qui fait. Et voilà, on est parti en décrescendo dans une situation à nouveau compliquée. Mais que vous en souvenez qu'il y a juste quelques jours, il y a un président d'un pays occidental que je ne vais pas nommer, que vous connaissez déjà, qui menaçait ouvertement la Russie, qui, disait que la Russie ne devrait jamais gagner cette guerre, qu'il fallait tout faire pour que cela soit impossible que la Russie gagne cette guerre qu'elle mène contre l'Ukraine, et que s'il le fallait, lui, président tout-puissant de son pays, un peu puissant, allait envoyer des militaires sur le sol en Ukraine, et que ces militaires seraient chargés, s'il le faut, de réagir pour que Poutine comprenne qu'il y a une limite à ne pas franchir. Entre-temps, qui vous en souviennent en 2022, quand Poutine commençait par actionner, il a bien prévenu que la ligne à ne pas franchir serait que vous envoyez des soldats sur le terrain, dans ce pas-là qu'il y a entre celui-là et moi. Mieux, il a dit la ligne à franchir, c'est que vous interveniez. Mais avec le temps, il a vu qu'il y a des gens qui voulaient intervenir pour créer le désordre mondial. En fait, je commence à pas tout expliquer alors que je ne me suis pas présenté. On fait une pause. Je m'appelle Laroka Didier Bidé, dit encore le Nessou, béninois d'origine, vivant actuellement entre Abidjan et Montréal, entrepreneur, multi-entrepreneur, analyste politique, créateur de contenu, bien sûr, kémite par obligation. Et ce matin, nous sommes là pour un nouveau numéro de l'Homélie du dimanche. L'Homélie du dimanche, c'est une émission, enfin un contenu de commentaire de l'actualité, de l'analyse de l'actualité, des faits sociaux, des faits politiques, des faits économiques et même, voilà, parfois, si j'ai de la chance, quelquefois, je pourrais avoir des invités pour vous. Mais le plus important, c'est que vous retenez que chaque dimanche, je ferai un effort de produire une homélie pour vous que j'appelle bien sûr l'homélie du dimanche. Sans plus tarder, aujourd'hui, l'homélie du dimanche va porter sur brièvement le dernier attentat qui a eu lieu en Russie, à Moscou précisément, et aussi dans ce que j'appelle généralement la crise russo-ukrainienne qui dure et les protagonistes en jeu. On rentre dans le vif du sujet. Alors, qui vous en souviennent que en février 2022, alors qu'on s'est réveillé un matin, on apprend tous que l'armée ukrainienne était désormais en train de défendre son territoire, enfin le territoire ukrainien face à des troupes russes qui étaient rentrées en Ukraine. Et on avait le discours du président russe, Vladimir Poutine, qui disait que suite à certains agissements des pays de l'OTAN, de l'Occident général, et suite au fait qu'il comprend qu'en face de lui, il a des gens qui ne veulent pas discuter, qui ne veulent pas résoudre les problèmes et qui veulent surtout juste en créer de nouveaux, il décide de prendre ses responsabilités et d'intervenir
via une opération spéciale en Ukraine pour mettre fin à un régime qui dit prôner le nazisme, à des groupes militaires nazis qui sont, selon toujours Poutine et le Kremlin, cachés en Ukraine, et ce qu'il a appelé la dénazification de l'Ukraine, mettre fin aux tortures, au meurtre et au génocide des peuples d'origine russe, c'est-à-dire des peuples russophones et qui étaient basés en Ukraine. Il faut rappeler l'Ukraine est une nouvelle république. Et quand je dis nouvelle, elle est vraiment nouvelle. L'Ukraine est en train d'avoir à peine 30 ans d'indépendance. Née de la chute du mur de Berlin, c'est un pays qui était ancien membre de l'URSS, l'Union des républiques sociales et soviétiques, et qui va prendre son indépendance au lendemain de la chute du mur de Berlin, comme plein d'autres anciens membres de l'URSS. Alors, une fois que ce pays va prendre son indépendance, tout le monde va constater que les pays occidentaux de l'OTAN, en général, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et plein d'autres pays, manipulaient ou ont tout manipulé pour que l'Ukraine, ancien épine dorsale de la Russie, intègre, l'Union européenne, l'OTAN, tout en faisant fi de ce que ces deux organisations, soit l'Union européenne, soit l'OTAN, représentaient, et surtout de ce que l'Ukraine elle-même représente. C'est un peu comme si je rentrais dans une maison, je faisais la bagarre aux gens dans la maison. À un moment donné, les gens me disent, OK, on arrête de faire la bagarre avec toi. Mais avant de partir, je dis, OK, d'accord, vous arrêtez de faire la bagarre avec moi, mais à condition que le fils aîné de cette maison devienne désormais mon fils aîné à moi ou un de mes enfants. Si vous acceptez que je prenne un de vos enfants, voilà, j'arrête de vous faire la bagarre. Sauf que rien ne garantit qu'une fois qu'on aurait laissé l'Ukraine rejoindre l'Europe, l'Union européenne du moins, ou l'OTAN, ces derniers s'arrêteraient là. Ouais? Donc, ils pourraient vouloir plus la preuve. Pendant qu'il y avait tous ces palabres, ils ont rallié la Suède, ils ont rallié la Finlande, ils sont en train de rallier la Lettonie et plein d'autres petits pays qui étaient anciennement des pays qui faisaient partie de l'Union européenne, de l'Union qu'on appelle des républiques sociales et soviétiques, l'URSS, et d'autres pays alliés. Donc, le fait est que la Russie, à un moment donné, a dit écoutez les gars, je vous comprends, je comprends votre soif de grandir, de grossir, de grossir, de grossir, mais stop, n'allez pas trop loin, parce que ce que vous faites là, c'est pas cool. Moi, je suis une puissance, vous savez, je suis une puissance. C'est de mon bon vouloir si je n'ai pas encore envahi l'Europe ou je n'envahis pas l'Europe, mais de regarder mes frères européens s'acoquiner avec d'autres frères, bien sûr, occidentaux comme moi, mais de l'autre côté, les États-Unis, mais qui viennent vous dicter tout ce que vous devez faire et vous m'agacez, ça me dérange un peu, il faut calmer ce jeu. Et ce à quoi est-ce que les dirigeants occidentaux ont dit, on n'entend pas Poutine, on ne sait pas de quoi tu parles. Et là, c'est là que Poutine se fâche. D'abord, en 2014, il fait une première opération qu'il a appelée l'annexion de la Crimée pour montrer qu'il était sérieux dans ses propos, qu'il ne se laisserait pas faire. En ce moment, des gens ont couru, François Hollande, Angela Merkel, sont allés voir Poutine, ils essaient de négocier un cessez-le-feu et tout. Et ils ont tenu certains propos pour dire, OK, on va mettre en accord ceci, ceci, cela. Ils ont dit, OK. Et Poutine a dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir à la maison, je ne ferai plus rien. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gelé l'exécution de toutes les décisions qu'ils avaient prises. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit après, quand ils ont gelé cette exécution-là? Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils ont annoncé? Ils ont annoncé que écoutez, on était juste allé discuter avec Poutine pour gagner du temps. Gagner du temps pour faire quoi? Gagner du temps pour faire quoi? Pour sauver l'Ukraine, on a vu, près de 6 ans plus tard, ce que l'Ukraine était devenue. C'était devenu une république presque africaine où il y avait de nouveaux coups d'État, le détournement. On a vu comment est-ce que des hauts officiels du gouvernement américain avaient de business juteux, avec beaucoup de jus en Ukraine. Et que voilà, on pouvait nommer le fils du vice-président au poste de grande société d'hydrocarbures en Ukraine aisément. On a vu que il y avait même des dirigeants occidentaux qui imposaient au gouvernement d'Ukraine de faire ci, cela ou de nommer d'étrangers
à la tête de certaines de leurs structures en échange d'aide sociale, d'aide au développement et plein d'autres choses. L'Ukraine qui est un grand pays. L'Ukraine est un grand pays qui a de très très grandes potentialités en hydrocarbures, de très très grandes potentialités en terres cultivables. L'Ukraine est d'ailleurs logée à cette enseigne à de grands rangs pour certaines denrées internationales, certaines denrées premières nécessaires ou bien utiles à la consommation internationale. Donc c'est un pays déjà qui a cette potentialité qui ne devrait pas aujourd'hui être en train de quémander l'aide de l'un et de l'autre. Sauf que l'Ukraine, à un moment donné, s'est amourachée, s'est embobinée dans des relations très, très incestueuses avec certaines puissances. Et face à cela, à un moment donné, la Russie avait décidé de réagir et tout, comme je disais tout à l'heure, l'annexion de la Crimée. Et en 2022, l'annexion totale de toutes les structures qui étaient déjà considérées russophones, c'est-à-dire toutes les provinces, tous les États de l'Ukraine qui étaient déjà considérés plus ou moins russophones, et surtout pour la raison que il paraît, je ne vais pas dire que c'est que ça, parce que je n'ai pas été là-bas, mais des informations, il paraît que pendant longtemps, l'État central ukrainien méprisait, comme ces gens-là savent si bien le faire à certains niveaux, méprisait plusieurs populations d'origine russophone qui étaient situées dans l'est du pays, comme dans le Donbass, plein d'autres petits États que aujourd'hui la Russie a pu récupérer, a intégré désormais à son grand territoire que nous connaissons déjà. Donc, techniquement, il faut dire que la Russie a augmenté de superficie. Hein. Pendant que cette guerre éclatait, au lieu que nos super intelligents occidentaux et certains dirigeants, même africains, au lieu qu'ils se rendent compte de la réalité, des réalités du terrain, se rendent compte des données dont il s'agissait, de voir que, en fait, on a ici une vraie puissance, une super puissance qui est en train de vouloir marcher sur cette puissance. Cette puissance, nous pourrions lui accorder, bien sûr, de l'aide, nous pourrons lui venir en aide, mais on ne peut pas aller au bout de ce combat. On ne pourra pas gagner ce combat, à moins de créer le grand désordre mondial. Vous voyez? Donc, une fois qu'on se rend compte de cette réalité, on change complètement de structure de discussion. On change complètement d'ambition dans la guerre. On essaie de voir si c'est une guerre qu'on va vraiment faire ou si c'est une guerre qu'il faut négocier. Est-ce qu'il faut négocier pour régler vraiment le problème une fois ou bien est-ce qu'il faut négocier pour traîner le sujet en entendant, en espérant d'avoir une meilleure solution? Et dans le cas actuel, il faut qu'on dise les choses. Les gens diraient non, on n'est pas sûr de ce qu'il fallait faire. Clairement qu'on n'est pas sûr de ce qu'il fallait faire, mais on est sûr de ce qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas provoquer l'appétit de la Russie en armant plus l'Ukraine. Il ne fallait absolument pas faire ça. Il ne fallait absolument pas faire ça. Parce que ce que ça aurait donné, c'est ce que ça a donné, un pays totalement détruit, jusqu'à la capitale. On est allé jusqu'à Kiev. Et je le dis toujours, dès moi, si ceux qui me suivent, vous pouvez voir la vidéo dans mes contenus. Dès le lendemain du déclenchement de l'opération russe en Ukraine, j'ai dit, qu'est-ce que vous vous imaginez? Est-ce que vous dormez puis vous rêvez un jour que l'Ukraine battrait la Russie? À quel moment? Comment ça peut arriver? On va plus loin. Les vrais analystes politiques, est-ce que vous imaginez vraiment la Russie en train de perdre devant l'OTAN? Vous imaginez vraiment la Russie en train de perdre devant l'OTAN? On s'en fout que la Russie soit un pays démocratique, soit un pays qui respecte des droits ou pas. Mais est-ce que vous imaginez qu'avec toutes les puissances, avec tous les moyens en jeu, la Russie est en train d'accepter une défaite devant l'OTAN? Vous imaginez? Non, vous ne vous imaginez pas. Alors, mais pourquoi est-ce que des gens cautionnent que la Russie soit obligée de mener sa guerre qu'elle est en train de mener là, en armant continuellement l'Ukraine? Parce que tant que vous armerez l'Ukraine ou tant que les gens vont continuer à armer l'Ukraine, tant la Russie va continuer à se préparer à anéantir l'Ukraine. Et qui vous en souvient même qu'au lendemain, les premiers jours suite au déclenchement de l'opération, l'Ukraine était déjà allée négocier à elle seule
avec la Russie pour dire que, ok, on arrête ici, on fait ci, on fait ça. Et il y avait presque des accords. Et qui va dire non, 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 il ne peut pas avoir d'accord. C'est des gens qui n'étaient même pas partis au conflit qui vont motiver le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit non, 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 il ne faut pas accepter ces accords. Il faut faire la guerre. Et qui vous souvient de ces phrases où on disait que on va défendre l'Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien vivant. Ah, ça ne vous dit rien. Bref, plus le temps passe, plus on a promis plusieurs contre-attaques ukrainiennes qui se sont soldées par des échecs cuisants les unes après les autres. On a promis la nouvelle vague d'armes qui s'est soldée par des destructions d'armes les unes après les autres et ainsi de suite. Ça fait bientôt maintenant 3 ans que ce combat-là dure et que les Ukrainiens sont partis perdants. Je rigolais la dernière fois quand je disais que actuellement en Ukraine, je pense qu'il y a plus d'âmes que d'Ukrainiens. Eh oui, il y a plus d'âmes actuellement en Ukraine que d'Ukrainiens. Parce que si les gens n'ont pas fui, ils sont morts. Oui. Donc, c'est ça qu'on disait. Et alors qu'il faut que les gens se rendent compte, surtout l'Europe, parce que moi, vous allez remarquer, je ne parle pas des États-Unis, surtout l'Europe se rend compte qu'en fait, nous sommes dans un jeu où nous ne pouvons pas gagner. Et d'ailleurs, nous sommes dans un jeu où nous sommes perdants. L'Europe est perdante. On a coupé le gaz à l'Europe, on a multiplié les prix de certaines de ces matières, qui vous en souviennent qu'il fallait que l'Union européenne envoie un de nos présidents choux, qui est en train aujourd'hui justement de mettre fin à sa carrière politique officielle, Macky Sall, quémander du blé à la Russie et à l'Ukraine. Et une fois qu'on lui a donné au nom de l'Afrique, et une fois qu'on lui a donné ce blé, qu'est-ce qui s'est passé? Le bateau a fait escale en Europe et on a vidé le bateau. Je ne sais pas si ces blés-là sont un jour arrivés, même 1 gramme. On ne pourra pas confirmer aujourd'hui que même 1 gramme de ce blé-là est arrivé en Afrique. Parce que entre le temps là que cette opération a commencé, le prix du blé qui a flambé en Afrique n'est jamais redescendu. Alors qu'on dit d'avoir donné du blé en gratos. Donc c'est pour dire que nous sommes en face à des gens qui ne prennent même pas en compte leurs propres intérêts. Et c'est ce qu'ils apprennent souvent aux Africains. Vous verrez la parallèle avec les situations africaines. Eux-mêmes, ils ne prennent pas en compte leurs propres intérêts. Si l'Europe prenait en compte ses propres intérêts, l'Europe ne rentrerait jamais en guerre dans un conflit officiel ou officieux même avec la Russie. Parce que la Russie à elle seule, si l'Europe était gentille, la Russie à elle seule peut aider, contribuer à développer l'Europe. La Russie a plus de biens et de ressources naturelles que toute l'Europe réunie. Mais quel intérêt la Russie a de vouloir annexer des terres inutilement? C'est des questions qu'il faut se poser, que les gens refusent de se poser parce que nous sommes dans l'empire du mensonge et de la manipulation. Pour revenir à l'actualité récente, le vendredi dernier, donc, des gens sont allés attaquer un centre de spectacle russe, un théâtre russe, et en tuant 133 personnes, en créant un grave incendie. Et aussitôt après que l'attaque ait commencé, alors que la Russie même n'avait pas encore réagi, tu entends des médias occidentaux qui commencent par dire que ouais, l'État islamique a déjà envoyé le message pour dire que c'est eux qui ont fait ça, donc y a pas, on ne cherche pas loin, c'est l'État islamique. Et tu vois l'Ukraine de l'autre côté qui dit que vraiment dommage ce qui arrive à la Russie, mais nous on n'est pas dedans, hein, c'est pas nous. Après, on peut comprendre que l'Ukraine dit ça très vite. Volodymyr Zelensky communique là-dessus très vite parce que il y avait vraiment des chances que la Russie puisse accuser justement Volodymyr Zelensky, enfin l'Ukraine. Il y avait des chances. Sauf que quelques jours après, la Russie commence enfin par parler pour dire bon, déjà on a arrêté les gens qui ont fait le coup, on a arrêté 11 personnes et il y a 4 personnes qu'on a vues officiellement dans la vidéo, donc les autres, les 7 autres, on s'imagine qu'ils étaient dans la partie logistique et qui étaient en train de fuir pour aller vers l'Ukraine. Première information, on dit que c'est l'État islamique qui a fait le coup. Maintenant, les gens qui sont en train de fuir pour aller vers l'Ukraine. Deuxième information, il y a d'autres données qui ne sont pas encore totalement officielles qui disent que il y a des ressortissants français parmi les 11 personnes. Et de l'autre côté, tu vois les médias occidentaux, comme toujours, qui ne sont pas concernés par la situation, c'est pas vous qu'on a attaqué, mais qui commencent par dire que c'est l'État islamique qui a fait le coup.
Mais la Russie a dit qu'à l'heure actuelle, elle ne peut pas dire qui a fait le coup. Qu'elle ne peut même pas accuser l'Ukraine. La Russie n'a jamais dit que c'est l'Ukraine qui a fait le coup. La Russie n'a jamais dit que c'est telle personne qui a fait le coup. La Russie a juste dit que les gens qu'on a attrapés, en tout cas, allaient vers l'Ukraine. Les Occidentaux, tout à l'heure, je faisais un peu de recherche avant de commencer mon homélie et j'ai très vite arrêté les recherches pour aller en freestyle parce que c'est irritant ce qu'on entend de la bouche des Occidentaux à des moments donnés. À quel moment est-ce qu'une fois vous avez vu l'Occident attaquer et les Russes ou d'autres personnes disent que non, les Occidentaux sont en train de mentir sur qui les a attaqués? À quel moment? Jamais. Mais c'est toujours eux, quand quelque chose se passe quelque part, eux, ils ouvrent la bouche pour parler. Il ne faut plus que vous parlez. Il ne faut pas que vous dites que c'est faux. Tout à l'heure, j'entends même des analystes sur des plateaux dire que non, que c'est la Russie même qui a organisé son attaque pour pouvoir trouver des boucs émissaires, pour pouvoir aller maintenant bombarder correctement en Ukraine. Ou que non, c'est la Russie même qui a organisé son attaque pour pouvoir trouver des boucs émissaires, pour pouvoir expliquer qu'eux, ils sont trop forts, qu'ils ont vite attrapé les gens. En fait, des trucs qui n'ont tellement pas de sens. Il y a d'autres qui disent que non, que la Russie ne veut pas reconnaître que c'est l'État islamique parce que c'est mieux pour la Russie de ne pas reconnaître que c'est l'État islamique parce que la Russie pourrait utiliser ça pour pouvoir bien attaquer l'Ukraine et détruire, tuer le président ukrainien. Ça se passe de mots. Il y a des possibilités que ces analyses soient réelles, soient vraies, soient justes. Il y a des possibilités, mais ces possibilités sont infimes. Maintenant, quant à la piste de l'État islamique, il faut savoir exactement quels sont les intérêts. C'est quoi d'abord l'État islamique? L'État islamique, ce n'est même pas un État qui est officiellement reconnu par l'Afghanistan, la Syrie ou en tout cas des pays islamistes. C'est juste des entités, je vais dire des mercenaires religieux qui se baladent ici et là, qui sont là à faire des faux coups partout, on les paye bien, ou partout ils trouvent qu'ils peuvent créer le désordre et avoir un peu de buzz. La question est de savoir qui sont les ennemis de l'État islamique, qui sont les amis de l'État islamique, ou qui sont les potentiels ennemis et les potentiels amis de l'État islamique. Clairement que la Russie n'est pas un ami de l'État islamique, parce que la Russie a clairement montré sa position face à l'État islamique en Libye et en Syrie. Clairement. Par contre, ils ne sont carrément pas menacés particulièrement par l'État et par la Russie. Enfin, les uns les autres ne sont pas des menaces directes pour eux. Clairement qu'on sait que ceux qui sont les amis, et ça c'est pas, on n'invente pas. Ce que dit les preuves, c'est ce que nous répète. On sait que ceux qui sont les amis de l'État islamique, c'est souvent et très souvent les Occidentaux. On a vu le cas au Mali, au Niger, au Burkina. On l'a vu, bien sûr, en Libye. N'oubliez pas que c'est grâce à l'accord et à l'appui de l'État islamique que l'Occident a pu détruire la Libye. Donc, un matin, l'État islamique, que ce soit vraiment l'État islamique, rentre en truc là, en Russie, il faut se poser des questions. Alors derrière, tu vois que, et tout à l'heure, il y a une analyse qui disait même clairement que la Russie refuse de donner le crédit à l'État islamique. C'est-à-dire que la Russie dit que jamais, elle ne va jamais accepter que c'est l'État islamique qui a fait ça. Mais pourquoi est-ce que la Russie fait ça? Mais c'est des situations qui stressent, qui étonnent. Il est pour de se poser des questions là-dessus. C'est clair qu'on dirait que nous, on est en Afrique, qu'on n'est pas concerné par tout ça. C'est pas nous notre problème, de quoi parlent les gens. Oui, c'est tout là notre problème aussi. On ne veut pas regarder les choses, on ne veut pas confronter les situations. Donc, on laisse les gens réfléchir pour nous, proposer des sujets pour nous, proposer les points de réflexion que nous pouvons aborder ou pas. Et après, on s'étonne que, ouais, jamais nous, on ne choisit quoi que ce soit par nous-mêmes. L'Occident aujourd'hui doit assumer qu'il n'a plus le monopole de la vérité. Il n'a jamais eu le monopole de la vérité d'ailleurs. Il n'a pas le monopole de la vérité. Et il ne peut jamais souffrir mieux à la place des autres qu'eux-mêmes. Ouais, on se souvient encore parmi toutes ces nombreuses déclarations des États-Unis qui disaient déjà en début du mois de mars à la Russie que, écoute, on a des informations qu'il y a des possibilités qu'il y ait
un attentat dans ton pays prochainement. Donc, voilà. Hein. On te donne l'information. Si tu crois, c'est bon. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. On t'a quand même dit. Hein. Donc, voilà. Et quelles sont les chances que ces informations soient justes? Et quelles sont les chances après de se rendre compte qu'en fait, ces informations, voilà, ces événements se déroulent exactement dans le temps imparti par les données russes. Alors, pour celui qui disait tout à l'heure que c'est la Russie elle-même qui a organisé, celui dont je rapportais les propos qui dit que c'est la Russie elle-même qui a organisé cet attentat, c'est une analyse politique, hein? C'est une chaîne internationale qui dit ça, que c'est la Russie même qui a organisé cet attentat pour montrer qu'elle est forte et qu'elle est rapide, qu'elle est efficace. Alors, on fait quoi des données de la Maison Blanche ou des États-Unis qui ont annoncé en début du mois qu'il y a des possibilités que ce genre de choses allaient arriver. Encore une fois, vous voyez les failles contenues dans l'empire de la manipulation et du mensonge. En tout cas, chère population, chers amis, chers suiveurs, chers gens qui me suivent sur mes plateformes, c'était un sujet qu'il était important qu'on puisse aborder. Comment est-ce qu'on peut comprendre, comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation de guerre entre la Russie et l'Occident global. Les questions qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'un jour ou l'autre, l'Occident va finir par se rendre compte qu'il mène un faux combat et que la Russie ne peut perdre son ennemi. Ok, la Russie ne peut perdre son ennemi. Quand tu remontes même dans l'histoire, c'est très drôle de constater que l'Occident se monte à dos la Russie comme ennemi parce qu'il ne faut pas que ces gens-là oublient. Et c'est aussi les conséquences du nombrilisme, de l'empire, du mensonge et de la manipulation qui fait que on fait taire les archives, on fait taire la vérité et on crée constamment chaque fois de nouvelles vérités. Ces gens-là oublient que toutes les fois où le monde a chauffé sur eux, il y a un seul pays qui est vraiment venu pour les aider, pour les venir en aide sans aucun intérêt. C'était bel et bien la Russie. Chaque fois que les États-Unis ont débarqué en Europe, c'est parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait un moyen de profiter et de gruger quelques terres ou d'aider la Grande-Bretagne à étendre un peu plus son empire parce que qui dit les États-Unis dit la Grande-Bretagne. Ça, c'est des faits. On n'invente pas, on ne se lève pas, on les crée. C'est des faits qui sont réalistes. D'ailleurs, vous verrez que dans cette guerre, les deux premières personnes ou les deux premiers États, du moins j'allais dire, qui forcent plus les Ukrainiens à mener le conflit plus dur, à insister sur le conflit, c'est bien les États-Unis et la Grande-Bretagne. La France est, comme toujours, une brebis galeuse qui suit le troupeau sans demander où on va. Il faut dire ça, je vais peut-être y revenir, que récemment, bien que ce soit risqué de tenir ce genre de propos et d'avoir ce genre d'ambition, que les propos d'Emmanuel Macron, en fait, c'était pas de la provocation vraiment pour provoquer les Russes, mais c'était une manière de dire, bien évidemment, à ses propres alliés que vous avez votre agenda et apparemment, on n'est pas bien impliqué. Donc, nous aussi, s'il le faut, on va créer notre propre agenda et puis voilà, on va tous pouvoir discuter. C'était d'ailleurs la stratégie que la France a utilisée lors de la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir être comptée parmi les alliés. Parce qu'on ne vous le dit pas très souvent, la France n'était pas parmi les alliés. La France n'était pas parmi les alliés. N'eût été l'Afrique, la France n'aurait jamais été parmi les alliés. Tout ce qui se serait passé lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'après la chute de Hitler, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne et peut-être d'autres nations très malignes se seraient dévoré la France et puis peut-être certains parleraient aujourd'hui l'allemand, d'autres l'espagnol ou le russe ou l'anglais. Anyway, ceci dit, il faut que ce petit pays-là, enfin, ce grand petit pays d'Europe, à un moment donné, chaque fois se remémore que l'Afrique n'est pas son camarade. L'Afrique, elle doit beaucoup à l'Afrique et un jour l'autre elle va payer. En attendant ce qu'elle est en train de créer en Russie là, j'espère qu'ils sont prêts pour gérer le biama de ça. Parce que Poutine va répondre clair. Ah bah ouais, ça va être trop facile. Que, alors que le gars venait d'être élu. D'ailleurs, ils ont aussi parlé que peut-être que c'est des partis qui n'étaient pas contents de sa réélection qui ont fait. C'est possible. Je vous ai dit, tout est possible. Et je ne suis pas là pour dire que telle chose est faux, telle chose est vraie. Je suis là juste pour dire que, en fait, telle chose est quand même assez louche, assez bizarre. Il faudrait qu'on se calme et qu'on réfléchisse un peu mieux avant de s'avancer et de confirmer des informations dans ce sens. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour supporter ce que vous avez commencé.
Nous, on est de côté de l'Afrique, on est pépère posé, on n'a pas de problème avec quelqu'un, on a une bonne météo, on s'occupe de nos affaires, on s'occupe de nos élites, on s'occupe de ceux qui nous regardent, ok? Donc, pour les gens qui me suivent, qui ont encore une fois de plus kiffé cette homélie, je vous remercie de continuer à kiffer mes homélies du dimanche. Je vous remercie pour la considération que vous me donnez. Comme je dis toujours, suivez si vous appréciez, likez, partagez, envoyez ça à d'autres personnes et voilà. Si on a la chance, la communauté s'agrandit, on dira plus de choses, on fera plus de choses. Merci beaucoup à vous et que le dimanche soit harmonieux de votre côté et que très vite on se retrouve au thème.